Bonjour à tous. Merci à la Fondation pour son invitation. J'ai découvert en préparant cette journée plein de projets passionnants. Et puis j'entends depuis ce matin plein de discussions et d'initiatives stimulantes avec lesquelles d'ailleurs on peut faire un lien intéressant avec le budget participatif de la ville, ce qu'on va essayer de faire dans un instant. Avant ça, et puisque moi aussi on m'a demandé un petit peu de parler de moi, juste, enfin, cette journée est l'occasion pour moi de me rappeler que mon parcours professionnel a été déclenché par de l'argent public, par de l'aide publique, par un système éducatif, par des bourses qui m'ont permis de devenir ingénieur et puis ensuite de décider que je voulais plus être ingénieur, mais que je voulais plutôt être dans les questions de développement durable. Et puis ensuite, éventuellement, de me reformer pour décider de m'intéresser à ces questions de démocratie participative. Donc, je pense que c'est très lié au fait que je me sois... ce soutien public est très lié au fait que je sois aujourd'hui très engagé au service de l'intérêt général. Alors, le budget participatif de la ville de Paris, je n'avais pas encore appuyé, mais ça va, faut le faire. Merci. Le budget participatif de la ville de Paris, je réagis juste à ce qui a été dit par Monsieur Servet un peu plus tôt en insistant sur l'importance de la recherche. C'est un projet particulier parce que la maire de Paris, qui est l'autre plus belle ville du monde, la maire de Paris a décidé de ne pas nous laisser le temps à nous de travailler ce projet. C'est-à-dire elle a été élue, elle a décidé qu'il fallait faire un budget participatif et il a été mis en place 3 mois plus tard. Donc on est dans un processus où on n'a pas eu le temps de réfléchir avant de faire, on est dans un processus où il faut faire pour réfléchir. Et je crois que c'est une des leçons aussi très inspirantes qu'on peut tirer de cette expérience, parce qu'elle nourrit notre évolution et elle nous permet de ne pas évoluer trop hors sol, j'ai envie de dire, ou trop loin des aspirations des habitants. Je n'ai pas précisé que j'ai été recruté par la ville de Paris. Je ne suis pas un fonctionnaire de la maison de Paris, de la ville initialement, spécifiquement pour cette mission. Et c'est cette mission qui m'a attiré dans cette collectivité aussi pour réagir à d'autres propos qui ont résonné avec d'autres propos qui ont été tenus. Alors, le principe du budget participatif, il est simple. Les habitants proposent. Et quand on dit habitants, c'est un premier point sur lequel je veux insister, c'est sans condition d'âge et sans condition de nationalité, les habitants proposent et les habitants décident. C'est un peu comme si vous aviez le moyen de décider un petit peu de la manière dont sont utilisées une partie, évidemment, de vos impôts locaux. Des taxes que vous payez pour votre ville. Pourquoi est-ce qu'on dit une partie? Parce que d'abord c'est une démarche progressive et assez récente pour les villes européennes, mais aussi parce qu'il y a des dépenses obligatoires dans les villes et qu'on est quand même obligé de garder une partie du budget d'investissement de la ville pour ces dépenses obligatoires. Et puis par ailleurs, toutes ces démarches s'articulent avec des démarches de démocratie plus classiques, avec des élus qui sont élus avec un programme et qui appliquent ce programme. Donc ça, c'est une autre partie des dépenses obligatoires. Et donc, il reste une partie des dépenses qui peut être mise en débat et mise au choix des citoyens. Concrètement, pour la ville de Paris, alors vous allez voir qu'on se situe à une échelle assez importante, même si c'est que 5% du budget d'investissement de la ville. On parle de 500 millions d'euros sur la durée du mandat et de 100 millions d'euros par an qui sont mis dans ce système de vous proposez, vous décidez. On n'a que 3 critères pour accepter les projets. Le premier, c'est qu'il doit s'agir de dépenses d'investissement. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur la question de l'investissement et du fonctionnement, mais disons que par rapport au projet d'EVA, Culture Game, je ne sais pas si je prononce bien, on aurait très bien pu, au titre du budget participatif, financer les cuisines mobiles et les box, mais on n'aurait pas pu financer les salaires des animateurs qui entretiennent et qui font vivre ces outils-là. C'est ça un peu la différence entre l'investissement et le fonctionnement. Le deuxième critère, c'est que c'est des projets qui doivent relever de nos compétences. La ville de Paris ne décide pas de tout. Il y a aussi l'État français, il y a aussi la compagnie de transport public. Voilà, donc on ne peut s'occuper que de ce qui nous concerne directement, même si on développe des partenariats, notamment cette année avec la RATP, qui est l'équivalent du STIB à Bruxelles, pour que les gens puissent aussi proposer des choses sur le transport. Et enfin, évidemment, il doit s'agir de projets d'intérêt général.
En fait, on a à Paris, on a 21 budgets participatifs. C'est-à-dire qu'on a un gros budget participatif pour les projets parisiens. Je vais revenir sur des exemples. Ça, c'est 30 millions d'euros. Et on a autant de budgets participatifs que d'arrondissements parisiens. C'est-à-dire que dans chaque arrondissement, il y a une enveloppe qui est décidée en lien avec la mairie d'arrondissement pour le budget participatif de cet arrondissement chaque année. Et vous voyez que donc on a 65 millions d'euros en gros qui sont répartis chaque année dans les arrondissements. En plus de ces 95 millions d'euros, il y a 10 millions d'euros qui sont dédiés aux écoles et aux collèges, c'est-à-dire aux enfants de 6 à 14 ans, voire 15 ans, pour qu'eux-mêmes proposent des projets pour leur établissement scolaire. Et cette année, on a développé un nouveau satellite qui s'appelle le budget participatif des logements sociaux. C'est-à-dire que pour le parc social, on a fait un partenariat avec les résidences sociales. Il y a 1 million d'euros pour que les habitants de ces résidences, il y a aujourd'hui 10 résidences pilotes, décident eux-mêmes des choix d'aménagement de leurs immeubles sociaux. Il y a une dernière spécificité qui est là, pour le coup, très politique. La maire de Paris a décidé que cet argent devait servir, on a beaucoup parlé de ramener les jeunes vers la démocratie et vers la citoyenneté active. On a une approche, nous, pas forcément encore très sociologique, mais très géographique. C'est-à-dire qu'on sait qu'à Paris, il y a des quartiers où la pauvreté est plus grande, où le chômage est plus grand. Et donc, il y a une géographie prioritaire qui a été développée. Et la maire a décidé de mettre 30% du budget participatif au service de 20% de la population. C'est ce qu'on appelle, nous, les quartiers populaires. Ce qui veut dire que dans les arrondissements concernés que vous voyez là, il y a une enveloppe qui est réservée. Si je prends le cas du 19e arrondissement en haut à droite, vous voyez qu'il y a un budget global de 5 800 000 euros. Et sur ces 5 800 000 euros, il y a 2 600 000 qui sont réservés aux quartiers prioritaires. Donc au total, on a 30 millions d'euros réservés à ces quartiers qui ne sont pas décidés par hasard, qui sont décidés sur des critères statistiques. Vous les voyez là avec les un peu zébrés là. Ce sont des quartiers qui sont reconnus par l'État comme des quartiers de concentration de la pauvreté. Hop. Merci. Alors, le budget participatif, c'est chaque année 4 étapes. 4 étapes pendant lesquelles, et je voudrais beaucoup insister là-dessus, c'est aussi une contribution au débat sur le rôle du numérique pour réinventer un peu la démocratie. Ça a été dit, à chacune de ces étapes, on combine des étapes de présentiel et des étapes de numérique. On se rend compte quand même que les gens ont toujours besoin et envie, et c'est bien normal de se rencontrer. On est là ensemble aujourd'hui, notamment. On n'est pas sur une plateforme en ligne, on ne fait pas que ça. Et nous, on essaye de développer à Paris la même chose. C'est-à-dire qu'à chacune des étapes, on va essayer de combiner des ateliers publics, des workshops et du numérique. Alors pour le dépôt de projet, on est dedans là en ce moment, hein, ça se termine le 21 février. On a commencé la phase de dépôt de projet le 23 janvier. L'an dernier, pour vous donner une échelle, on a reçu 3158 projets. Donc on combine des ateliers d'émergence de projets avec notamment un appel à projets aux associations qui est doté de un peu plus, 100 000 euros, qui permet aussi de faire émerger des projets, d'accompagner notamment des jeunes, comme le fait la Fondation aujourd'hui dans les quartiers prioritaires. Donc on fait à la fois des ateliers publics comme cela où on accompagne les gens pour passer, parce que c'est ça l'enjeu pour une administration, c'est de passer de l'idée au projet. Si on reçoit une idée du type « je veux plus de verre dans ma rue », on ne va pas savoir quoi en faire et l'ingénieur de l'environnement, il ne va pas savoir quoi en faire. Si on reçoit un projet avec un dessin qui nous dit « je voudrais mettre un arbre ici, je voudrais mettre un pot ici, je voudrais mettre un récupérateur d'eau de pluie là », on va commencer à comprendre et on va commencer à pouvoir dire « c'est faisable, c'est pas faisable et ça coûte tant ». Ces projets, ils sont ensuite, c'est là où les choses se combinent, déposés sur une plateforme en ligne, une plateforme qui est étudiée dans un objectif aussi de donner de l'information au porteur de projet. C'est-à-dire que quand il va saisir le titre de son projet, on va pouvoir lui indiquer si son projet a déjà été déposé et s'il souhaite plutôt s'associer à celui qui l'a déposé plutôt qu'en redéposer un. On essaye de faire émerger des groupes. Et puis peut-être son projet, une année précédente, a été déposé mais n'a pas été accepté, auquel cas on lui donne les raisons pour lesquelles le projet n'a pas été accepté. Souvent parce que c'est des projets relevant de dépenses de fonctionnement et pas d'investissement. C'est toujours un problème qu'on a. Et là, on trouve la force du numérique, qui est de nous aider dans la mise en relation.
De la même manière, une fois qu'on a fini de déposer les projets, on rentre dans une phase d'analyse. Cette phase d'analyse, elle se passe en 2 étapes. Une première étape, c'est ce qu'on appelle la co-construction, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire se réunir les porteurs de projets qui auraient des idées similaires. Par exemple, les 15 porteurs de projets qui veulent des abris pour les sans-abri, qui pensent que c'est pas normal qu'il y ait autant de sans-abri à Paris et qui veulent travailler cette question. Et ben, on va leur proposer un atelier de co-construction pour transformer leurs projets, leurs 15 projets différents en un projet unique. L'idée, c'est quoi? C'est à la fois toujours pareil, de faire émerger des communautés d'acteurs, mais aussi de ne pas finir au bout du processus avec des bulletins de vote sur lesquels il y aurait 250, 300 projets, ce qui serait forcément illisible pour les citoyens et ce qui ne contribuerait pas à l'objectif de les rapprocher du vote. Donc on a fait l'année dernière 100 ateliers comme ça. Là, à ce stade, il nous reste 2200 projets. Sur les 3200 qui nous ont été déposés, il y en a 800 qui ont été éliminés parce qu'ils ne relevaient pas des critères. Donc, il nous reste 2200 projets qu'on va réunir autour de ces ateliers de co-construction. Et dans le même temps, on va faire... alors, on fait aussi de la co-construction en ligne. On a testé l'an dernier une quinzaine d'ateliers de co-construction en ligne. On écrit on met au commentaire, on fait commenter en fait par les gens des propositions de synthèse en un projet unique de leurs propositions. Je passe rapidement ça. Et puis en même temps, on fait une analyse de faisabilité, c'est-à-dire que les ingénieurs de la ville, ils doivent nous dire est-ce que le projet est faisable et combien il coûte. Je m'arrête une minute là-dessus parce que j'ai oublié de vous le préciser. Une spécificité du budget participatif comparé à un appel à projet comme celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est que votre projet va s'imposer à la ville. C'est à la ville de le faire. C'est-à-dire que vous décidez ce que la ville va faire encore une fois, avec une partie de vos taxes. Ça n'est pas la ville qui va ensuite financer la personne qui a déposé le projet pour le réaliser elle-même. C'est à la fois un facteur de complexité, parce que ça veut dire que les choses sont vraiment... on passe d'une logique où, avant, un ingénieur de la ville, il recevait un programme politique pour 6 ans et il faisait un programme d'investissement pour 6 ans. Aujourd'hui, en octobre, il va recevoir la liste des projets qu'il doit mettre en œuvre à partir de janvier. Donc c'est assez compliqué à accompagner ce changement d'organisation, mais c'est aussi une manière de transformer la ville de l'intérieur. Et c'est ça, je trouve, toute la richesse du budget participatif, c'est qu'on transforme une administration de l'intérieur. Donc pour ça, on a besoin d'outils, parce qu'on doit faire travailler 350 personnes qui sont dans différentes directions. Sur les 50 000 fonctionnaires de la ville de Paris, 350 personnes qui doivent travailler ensemble pour faire des analyses, de la plus simple à la plus compliquée, donc des directions différentes. On doit casser un petit peu les murs entre les directions de la ville. Et là, le numérique nous offre une solution indispensable en termes de collaboration interne. Enfin, la troisième étape, et je dis enfin, je vais revenir là-dessus parce que ce enfin, il est trompeur. On a coutume de dire la dernière étape, c'est le vote. Et ce vote, pareil, on va le faire à la fois en papier, avec des bulletins, on va aller vers les gens. On a des ambassadeurs qui vont aller dans les rues pour présenter le budget participatif, pour proposer aux gens de voter. On a des urnes qu'on va mettre à la sortie des écoles, qu'on va mettre sur les marchés, qu'on va mettre pendant les événements. Et ça, c'est en 2016, c'est 45 000 personnes qui votent par ce biais-là. Et puis, c'est 43 000 personnes qui votent en ligne. Donc on est sur 50-50. Les gens ont encore envie de voter par du papier avec un bulletin de vote. Et ce pouvoir symbolique-là, on se rend compte qu'il a une force de mobilisation très importante. Aussi importante finalement que le vote. On est quand même dans une situation, quand on parle de public prioritaire, dans une ville comme Paris qui veut être une capitale mondiale, où 13% de la population n'a pas Internet. Donc on doit aussi développer ce type de solution, et on se rend compte qu'au-delà de ce constat-là, ce vote papier, il est mobilisateur. Il est mobilisateur parce qu'il permet à des gens de s'exprimer avec une manière qui leur parle en termes de références culturelles et de symboles. Sur le vote numérique, et c'est une question dont j'aimerais bien pouvoir discuter avec, j'aperçois plus Fluicity, mais on a un souci, c'est qu'aujourd'hui, le vote numérique, pour nous, est un peu trop un acte de consommation. Ça va vite, on veut que ça aille vite, on veut que ça soit fluide, on veut que les gens ils choisissent un projet et qu'ils le mettent dans leur panier, comme ils achètent un bouquin sur une librairie en ligne. Or, pour nous, c'est pas ça le vote. Pour nous, le vote, c'est un acte où on découvre un projet, on y réfléchit, on le met en favori,
on y revient un peu plus tard et éventuellement voilà, on refait le truc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est tous tentés de faire un vote simple. On veut que les choses soient simples et que les choses aillent vite. Or, peut-être que quand on parle d'argent public, on a aussi une mission de responsabilisation des citoyens pour leur expliquer que c'est de l'argent public, qu'on ne choisit pas comme on choisit un bouquin ou comme on dépense son argent personnel. Et je crois qu'il y a toute cette logique de priorisation aussi, de transmission, d'éducation autour du budget participatif qui est d'expliquer comment une ville dépense son argent et à quelles limites elles sont confrontées. On a notamment, nous, dans ces rencontres avec aujourd'hui les habitants parisiens, ce grand enjeu qui nous disent mais pourquoi est-ce qu'au budget participatif, on dépose des projets de rénovation des toilettes dans une école? C'est une dépense prioritaire, c'est le boulot de la ville. Et on doit, du coup, on a l'occasion de leur expliquer de cette manière que on est en 2017, que les finances publiques sont quand même un petit peu limitées, que par ailleurs les dépenses sociales augmentent, et que du coup, plutôt que de choisir... imaginons que j'ai 3 euros de dépenses prioritaires, mais que j'ai qu'1 euro de disponible, plutôt que de choisir où je mets 7 euros, dans les écoles, dans les crèches, dans l'urgence sociale, plutôt que de choisir ça dans un bureau de l'hôtel de ville de Paris, je vais le choisir avec les gens au travers du budget participatif. Donc ça n'est pas que du plus, ça n'est pas qu'une cerise sur le gâteau. Et je crois que c'est un message aussi que je développe un peu en réaction à tous les projets que j'ai lus, c'est comment est-ce que vos projets vont faire système, vont évoluer. C'est quelque chose dont on discutera un peu plus tard ensemble. Mais moi, une question qui m'anime en lisant tout ça, c'est effectivement comment est-ce qu'on imagine l'enjeu où vos projets se raccrochent à une réalité institutionnelle où la greffe, elle prend finalement et où ils n'évoluent pas qu'à côté. Mais ça, on y reviendra. Et enfin, je vous disais, je dis le vote est la dernière étape et en fait, on est en train de réaliser que le vote, c'est finalement la troisième et certainement pas la dernière étape parce que la dernière étape, c'est de faire et qu'il faut les concrétiser, ces projets et que mine de rien, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'encore une fois, ça bouscule des représentations et des cultures, de dire aux ingénieurs de la ville que les habitants, ils ont des bonnes idées et qu'on peut y travailler ensemble et qu'il faut qu'on se rencontre pour discuter de la manière dont on va faire le projet. Et puis c'est pas simple parce que tout simplement, c'est encore une fois, je vous le disais, c'est d'autres manières de faire, d'autres manières d'appréhender le projet. Et puis c'est aussi pas très agréable parce qu'on se met en danger avec ce type de projet. Les habitants sont très impertinents, ils ignorent totalement les limites thématiques des différentes directions de la ville, ce qui est très désagréable pour nous. Mais du coup, nous, en face de ça, on est confronté à des enjeux organisationnels très lourds. Voilà, donc là aussi, des ateliers en présentiel et la possibilité pour les habitants de suivre les projets en ligne. J'ai donné l'adresse du site à la fin de ma présentation, qui se termine, je vous rassure, budgetparticipatif.paris. Mais on peut à chaque fois suivre le planning de chacun des projets et suivre l'avancement des réalisations. Très rapidement, je vais passer ça. Merci. Je voulais vous présenter, mais je vais le faire comme une petite diapositive, quelques projets qui sont soutenus par la ville au titre du budget participatif. On a eu un projet en 2015, on a réuni 15 demandes d'espaces de coworking, on en a livré aujourd'hui 13. Qui sont gérés par des associations ou des startups et qui commencent à fonctionner dans la ville. On a aussi, alors c'est un truc assez intéressant, on parlait tout à l'heure des enquêtes. En juin dernier, on avait une enquête d'un institut de sondage très fameux en France qui disait, voilà, j'ai fait une enquête sur un échantillon représentatif, ce que veulent les Parisiens, c'est de la sécurité. Je n'ai pas besoin de vous expliquer dans quel contexte tout ça s'inscrit. Quand on met un projet au vote, quand on met les projets au vote du budget participatif, alors certes, on n'a que 100 000 votants et on n'a pas la représentativité de notre panel, mais ces 100 000 votants, il y en a 22 000 qui nous disent nous ce qu'on veut, et c'est le projet numéro 1 du budget participatif depuis 2 éditions, c'est de la solidarité, c'est du vivre ensemble. Donc c'est à la fois assez rassurant et puis en même temps ça pose plein de questions sur la manière qu'on a de capter l'opinion via des sondages par exemple, notamment alors voilà, nous on nous dit on ne représente que 7% de la population avec le budget participatif, mais je suis pas sûr quand on regarde la représentation qu'on soit moins représentatif finalement qu'une enquête en ligne. Bref, on est en train de rénover les bains-douches municipaux que les Parisiens souhaitent rouvrir et ça c'est prévu entre premier trimestre 2018 on pourra ouvrir.
On a évidemment, alors ça, juste avant, c'était beaucoup de demandes sur le street art qu'on développe. Alors là aussi, on doit faire des constats de réalité, c'est qu'on a beaucoup de mal à mettre du street art sur les murs privés et à faire des accords entre l'administration publique et le privé. Donc cette année, on est obligé de limiter ces projets aux murs publics, c'est-à-dire la ville, les hôpitaux, enfin ça fait déjà beaucoup de murs. On a une pharmacie qui a proposé de planter des plantes médicinales devant sa pharmacie, ça c'est fait aujourd'hui. Tout ça c'est livré. Je vais passer un peu rapidement. Et puis, on a beaucoup de demandes de piétonisation, de végétalisation, de pistes cyclables, à tel point que cette année, on a dit on ne prend pas les pistes cyclables parce qu'il faut donner un peu d'air à la direction pour qu'elle puisse réaliser toutes les pistes cyclables qui ont été votées depuis 2014. En 2016, donc les résultats ont été donnés en octobre et votés par le Conseil de Paris. Le budget a été voté par le Conseil de Paris en décembre, donc on est au tout début. Il y a eu 219 projets de votés. Donc vous voyez la répartition ici. Alors vous voyez que c'est une répartition assez équilibrée et qu'on retrouve pas mal de ces projets dans les quartiers populaires. Cette priorisation des 30 millions d'euros ayant permis, puisqu'il y a traditionnellement moins de mobilisation électorale dans ces quartiers, eh ben, quand même de faire émerger des projets et qu'ils passent, bien qu'ils aient moins de voix que d'autres. Alors par exemple, voilà un lieu imaginé par des collégiens qui ont repéré un lieu désaffecté de 200 mètres carrés et qui ont proposé de le rénover, de l'animer avec le bureau des collégiens et d'en faire un lieu de vie, comme ils ont dit, un lieu pour les jeunes par les jeunes. Hein, c'est eux qui écrivent tout ça. Donc ça, c'est un projet qui gagne. C'est 400 000 euros avec 500 votes. Par exemple, un collectif associatif qui se réunit pour transformer une église désaffectée en incubateur de vie associative. Ça, c'est aussi un projet qui gagne avec 1000 votes, un projet lauréat. Et puis, énormément de projets. Je ne vais pas revenir là-dessus, de toute façon, ma présentation est disponible, mais je pensais notamment, il y avait un clin d'œil, on a fait aussi ce qu'on a appelé des IDs Box, c'est-à-dire des sortes de médiathèques mobiles qui ont été, alors dans le cas de la ville, ça passe par des marchés publics, dont c'est Stark qui a designé voilà, j'aime bien le modèle en bois artisanal aussi, mais on a fait ça ça suite à un projet qui nous a été demandé pour les centres d'hébergement d'urgence qui accueillent les réfugiés, pour travailler sur l'accès à la culture des gens qui arrivent dans notre pays. Voilà, je voulais faire deux zooms avant de terminer. Si je suis trop long, vous me dites et je fais plus de zoom. C'est trop long? Ouais. Alors je fais pas de zoom. Bon, alors ici je fais des zooms, j'ai très envie. Deux zooms, la question de l'empowerment qu'on a toujours un peu de mal à traduire en français, de la mise en capacité, c'est évidemment quelque chose qui nous anime beaucoup, mise en capacité à la fois individuelle, avec de l'information, avec des kits de communication, avec un ensemble d'outils. On fait beaucoup de séances, là c'est une masterclass qu'on a fait sur l'espace public l'an dernier, pour essayer d'aider les gens à organiser des campagnes, parce qu'ils doivent faire leur campagne électorale autour de leur projet, sur l'espace public. Mais cet empowerment, c'est aussi, et c'est ce que je disais rapidement, alors on aide les gens c'est eux qui conçoivent leurs outils de communication, ensuite on les aide à les diffuser, on leur donne des kits, etc. On les aide à fabriquer des sortes d'outils promotionnels. Et puis on essaye aussi de travailler, et c'est un peu plus compliqué, c'est moins culturel chez nous, la notion d'empowerment, c'est-à-dire de mise en capacité collective, de faire émerger, je le disais, des collectifs. Et alors le numérique nous y aide beaucoup parce qu'on a développé des fonctions où les gens peuvent s'associer à des projets déposés et du coup devenir partie prenante de cette communauté. Cette année, ils peuvent prendre contact, c'est un nouveau truc qu'on a développé, qui n'existait pas l'an dernier. Dans l'administration, il y a aussi cette tradition de garder le contrôle un peu sur les projets qui sont déposés et tout ce travail qu'on fait, d'essayer de lâcher justement, lâcher prise, de donner de l'autonomie aux porteurs de projets pour voir des communautés émerger et des associés rejoindre des collectifs. Et le deuxième focus que je voulais faire, et je crois que ça c'est pour moi c'est essentiel, c'est la question de la transparence. C'est-à-dire que tout ça ne marchera pas si on ne fait pas nous-mêmes un effort de transparence. Vous le disiez en introduction, on est dans un monde où on est confronté tous les jours à des histoires de corruption, enfin à des ensembles d'histoires qui peuvent nous éloigner de la politique et donner plein de raisons à tout le monde dans cette salle, y compris à moi, de dire je ne crois plus à la politique et je ne vais plus voter. Pour que du coup le budget participatif ou d'autres initiatives comme celle-là vivent dans cet espace médiatique un peu saturé d'histoires tristes et un peu démotivantes, il faut qu'on soit transparent.
Donc on essaye, nous, de travailler ça, et ça, le numérique nous y aide beaucoup, c'est-à-dire en faisant vivre le statut du projet, c'est-à-dire au moment où il est déposé, où il va être co-construit, où il est regroupé avec d'autres, éventuellement s'il n'est pas retenu, c'est le cas ici, tout ça c'est transparent et c'est visible sur le site et c'est gardé en mémoire. Le déposant du projet, on le voit aussi, et on ne peut pas trop suspecter la ville de déposer les projets à la place des habitants, ce qui nous a été parfois dit. Et enfin, quand on refuse un message, on en a fait 1800 des messages comme celui-là l'an dernier, on explique pourquoi, et on essaye de donner les solutions, parce que c'est parfois juste le budget participatif, c'est pas le bon tuyau pour aller déposer sa proposition. Voilà, c'est pour nous quelque chose sur lequel on travaille énormément, parce que on pense que c'est une clé de la légitimité de ces démarches, et c'est une clé pour redonner envie, voilà, de participer à la vie locale. C'était, je sais pas pourquoi, voilà, c'était pour illustrer. C'était une autre illustration d'un projet de jeunes qui, là, on était très déçus qu'il passe pas, celui-là, parce qu'on l'aimait beaucoup. Il crée une radio jeune dans le 18e arrondissement de Paris. Mais de la même manière, ils savent combien de votes ils ont eu, ils peuvent regarder combien de votes il fallait pour passer, pour être lauréat. Et du coup, tout ça est aussi fait pour les inciter à redéposer leur projet cette année et à continuer à insister pour que tout cela émerge. Je vous remercie, je crois que c'est terminé cette fois.